du moins bleu. Voilà. Non, des astrophysiques. Non, mais ça devient compliqué là. Voilà, bonsoir à toutes et tous. Merci d'avoir bravé toutes les restrictions et de venir, chers assoiffés de connaissances et de savoir. Donc ce soir, on vous propose une animation interactive. Donc interactive, sans qu'il faut que vous soyez actifs, vous aussi. Et en fait, on va vous forcer à être actifs. Alors, vous inquiétez pas, vous n'allez pas devoir faire de l'exercice, monter sur les tables. Mais donc, vous avez à disposition ce soir, c'est une anti-conférence. C'est-à-dire que nous avons décidé de ne pas prendre la posture d'être sur scène et de professer, de vous dire notre savoir sans vous laisser interagir avec nous. Nous ne sommes pas un scientifique, mais 6 scientifiques pour vous ce soir. Nous portons notre science. Hashtag porte ta science auprès du grand public. C'est une blague de Pauline. Donc vous avez à disposition, je ne vais pas vous dire qui on est ou quelles sont nos spécialités, parce que ça nuirait au jeu et à l'interactivité. Donc vous avez à disposition 22 images de science que nous avons sélectionnées, qui passent en diaporama ou qui sont sur vos tables rondes. Et ce que l'on voudrait, c'est que chaque table élabore une question. Donc nous allons répondre tour à tour, une fois à chaque table. Donc vous sélectionnez une fois, si on va assez vite, 2 fois. Nous prendrons aussi 1 ou 2 questions des personnes qu'on n'a pas pu accueillir dans la salle et qui vont se connecter en fait et qui vont écrire des questions. Donc on a quelqu'un qui va commencer à prendre des questions. Et donc au bout de 5 questions, je prendrai une question en ligne et on fera comme ça entrer d'autres gens dans la salle qui ne peuvent pas être là ce soir. Donc nous sommes à votre disposition. Hacker nos cerveaux. On est là pour vous. Nous allons nous promener et vous aider à faire émerger une question ou bien commencer à répondre doucement à quelque chose. Et à chaque fois qu'on prendra une question, la scientifique qui est concernée viendra ici et apportera une réponse à l'ensemble de la salle et aux personnes qui sont à l'extérieur de la salle. Et puis après, on prendra une autre question et puis une autre question. Et c'est ça, une anti-conférence. Voilà, on a inventé ce concept pour vous. Ça n'a jamais été fait ailleurs. Vous êtes les premiers à vivre cette expérience, et nous aussi, c'est la première fois qu'on fait ça. Voilà. Donc on est là pour vivre ensemble, s'amuser ensemble, tout en transmettant des connaissances qu'on a apprises sur le terrain, sur nos différents terrains de travail. Donc est-ce que vous avez regardé déjà des images ? Mes collègues mes consoeurs vont commencer à faire émaner une première question. Et puis, si vous êtes prêts, s'il y a une table qui est déjà prête, vous pouvez lever les bras, montrer une image. Avec les autres. Alors, il y a déjà une première question qui est prête. Alors, une règle du jeu que je rappelle, c'est que comme on veut de l'interaction entre nous et de l'interaction dans la table, c'est une question collective qui doit remonter de la table. Alors, il y a une table là-bas qui a déjà une question. Alors, une première question a été posée. Une première question a été posée. Alors, mesdemoiselles qui avez posé la question, montrez votre image. Voilà, mettez-vous debout, hein, vous avez le droit.
Alors, dites-moi votre question, dites-la à tout le monde. Voilà, donc la question, je la reformule, je la redis juste pour que les gens qui sont en ligne entendent. Donc, deux jeunes filles montrent l'image que j'ai mis derrière moi et la question, et que je porte. Et la question, c'est quoi et pourquoi ça brille? Donc, je me donne, chaque réponse fera entre 3 et 5 minutes maximum. Donc, il se trouve que je suis concernée par cette image. Vous pouvez vous rasseoir. Donc, c'est quoi? Alors, cette image, c'est ma découverte scientifique que j'ai faite avec une équipe de recherche internationale. Je n'étais pas toute seule parce que la recherche, ça se fait à plusieurs. Et cet objet, c'est là où on habite dans l'univers. C'est notre maison qui s'appelle l'Aniakea, qu'on a appelée l'Aniakea, ça veut dire horizon céleste immense en hawaïen. Il se trouve que nous habitons sur une planète, la Terre, qui orbite autour d'une étoile, le Soleil. Et quand il y a 200 milliards d'étoiles ensemble, cela fait une galaxie. Et ensuite, dans l'univers, donc vous voyez que notre première adresse, c'est j'habite à Courbevoie, pays France, continent Europe, planète Terre, étoile système solaire Soleil, dans la galaxie de la Voie lactée. Et les galaxies ne vivent pas seules dans l'univers, elles s'agrègent en petits villages, petites villes. C'est ce qu'on appelle, si c'est des grosses villes, on appelle ça des amas de galaxies. Si c'est des petits villages, on appelle ça des groupes de galaxies ou des associations de galaxies. Et ensuite, quelle est l'architecture de l'univers? On se posait beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe au-dessus de la taille d'un village ou d'une ville? Est-ce qu'il y a des mégapoles? Est-ce qu'il y a des continents, etc. Et mon travail, c'est d'être cosmographe. Donc je fais des cartes de l'univers, comme un géographe fait des cartes de la planète Terre, la géo. Et donc ça, c'est une carte de l'univers qui fait à peu près 500 millions d'années-lumière de taille. Chaque petit point qui brille dessus, c'est une galaxie. Donc notre galaxie, la Voie lactée, qui contient 200 milliards d'étoiles comme notre Soleil, et donc 200 milliards de planètes comme la Terre, c'est un petit point sur cette image. J'ai oublié d'enlever mon masque pour les gens qui sont à distance et même pour vous. Donc, chaque petit point, c'est une galaxie. Donc, mon travail, c'est de mesurer, d'aller au télescope, c'est comme des gros appareils photo, de mesurer, de repérer où sont les autres galaxies par rapport à la nôtre, de mesurer leur distance par rapport à nous et de les positionner sur des cartes. Et là, tu vois une image à 2 dimensions, c'est une carte comme ça, mais en réalité, je fais des cartes à 3 dimensions, en volume. J'explore tout l'univers, ce qu'on appelle l'univers local, c'est-à-dire pas très très loin, en fait, 500 millions d'années-lumière. C'est 1 millionième de l'univers que l'on peut observer avec des télescopes. C'est la plus grande carte qui a été faite jusqu'à aujourd'hui, une carte dynamique, c'est-à-dire que c'est la plus grande carte où on a mesuré non seulement les positions des galaxies autour de nous, mais également leur déplacement dans l'univers. Et moi, je m'intéresse en particulier au déplacement des galaxies parce que ça me montre où se trouve la masse. Les galaxies se déplacent sous l'effet de la gravitation, elles sont attirées, une plus grosse galaxie attire une plus petite galaxie, et en regardant comment se déplace la lumière, c'est pour ça que ça brille, parce qu'une galaxie c'est 200 milliards d'étoiles, donc elle brille, des galaxies, et en regardant comment se déplace la lumière, j'arrive à savoir s'il y a autre chose de pas lumineux dans l'univers. Et aujourd'hui, on pense qu'il y a 5 fois plus d'autres choses que ce que l'on connaît. Donc nous sommes dans une galaxie, je nous considère comme des choses brillantes, puisqu'on est du côté de la lumière. Mais notre galaxie en particulier se déplace très très vite dans l'univers, à 2 millions de kilomètres/heure. Donc quand on aura fait 1 heure d'anticonférence, tous ensemble, on aura parcouru 2 millions de kilomètres dans l'univers, transportés par ce vaisseau spatial qui est notre galaxie, la Voie lactée. Et je veux savoir où on va et pourquoi on y va. C'est ça ma recherche. Voilà.
Et où nous sommes sur cette image, nous sommes, vous voyez le grand point à droite, là-haut. Je ne sais pas comment faire ça. Alors, il y a un gros point. Ah bah oui. Ah bah c'est que je ne veux pas toucher trop. On n'a rien le droit de toucher. Je vais montrer. Alors, voilà. Donc nous sommes ici. Notre galaxie emprunterait, si on laissait dérouler le temps, éventuellement, parce que les choses bougent, emprunterait ces filaments, c'est des rivières gravitationnelles de matière. Et nous nous dirigeons dans une direction qui s'appelle le grand attracteur et que nous tâchons de comprendre. Donc nous nous dirigeons dans cette direction ici. Et tous ces filaments, c'est comme des petites rivières empruntées par les galaxies dans l'univers. Non, c'est une question par table. Donc maintenant, réfléchissez à une autre question, parce que sinon on est en train de tomber dans la conférence classique et on ne veut pas faire ça aujourd'hui. Eh bien ça y est, on enchaîne. Il y a une question à cette table. Alors montrez votre image. Alors on écoute une nouvelle table. Très bien. Alors j'appelle Heidi. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez exactement choisi ma robe finalement. Écoutez, je suis ravie parce que vous regardez ma plus grande passion, mais aussi mon sujet d'étude. Et à votre avis, qu'est-ce que c'est? Quelle est votre question associée à ça? C'est un peu le même genre de question. Qu'est-ce que c'est? Vous avez raison, c'est de la glace. Alors, tout ce que j'ai sur moi, heureusement, c'est pas trop froid cette robe, mais c'est de la glace et l'image est une photographie de glace qui fait à peu près 10 mètres sur 5 mètres. Donc, ce que vous observez là sur cette belle image, c'est un glacier, donc, un morceau de glacier que l'on trouve très près du pôle Nord, sur un archipel qui s'appelle l'archipel du Svalbard. C'est un endroit où j'habitais avant, j'y ai habité pendant 4 ans, c'est là où j'ai fait ma thèse. Et ce glacier-là, c'est un glacier qui s'appelle le glacier Rabo. Donc il a un lien très clair avec la France. Ce glacier-là, il est vraiment unique parce qu'il est un peu colérique. Vous imaginez peut-être que les glaciers, ils sont un peu paresseux, quoi. Les glaciers ne bougent pas trop, les glaciers peuvent être un peu paresseux, mais ce n'est pas du tout le cas. Au Svalbard, on a des glaciers qui peuvent complètement changer de comportement, qui peuvent passer d'un état pratiquement statique à un état où le glacier va se mettre à avancer à des vitesses complètement surnaturelles, de 10, 20, 30 mètres par jour. Imaginez ce glacier-là, il fait à peu près 20 km de long, il fait 4-5 km de large, c'est une masse de glace monumentale, il fait plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Et quand un glacier se met à avancer à des vitesses pareilles, eh ben, ça va complètement bouleverser sa température. Parce que certes, un glacier, c'est froid, mais un glacier qui se met à avancer très très vite se réchauffe, produit énormément de chaleur. Tellement de chaleur que toutes les petites bulles d'air qui sont prises au piège dans la glace, vous savez, quand les glaciologues comme moi, on observe la glace, il y a plein de petites bulles d'air, des milliards de petites bulles d'air. Et bien, quand la glace se réchauffe, ces petites bulles d'air, elles vont pouvoir se faufiler entre les cristaux de glace et s'échapper. Et on a une glace qui est vraiment unique, une glace qui est complètement transparente comme du verre. Et c'est ce qu'on voit exactement sur cette image. C'est la cicatrice d'une accélération du glacier qui s'est passée il y a plus d'une centaine d'années, mais qui est encore inscrite dans la glace. Donc voilà, ces beaux glaciers qui produisent des énormes accélérations. C'est mon sujet d'étude et ils sont vraiment passionnants. Je vous remercie en tout cas pour cette question. Est-ce qu'on ose enchaîner avec une deuxième question? On continue? Alors les traces, alors on a exactement 2 grandes veines sur cette photo et c'est lié là encore au mouvement. En fait, quand le glacier se met à accélérer, le glacier s'étire, le glacier devient extrêmement crevassé, il s'ouvre un petit peu comme un éventail.
Et en même temps, c'est un bulldozer puisqu'il avance sur le paysage. Et lorsqu'on a une sorte d'éventail qui avance dans le paysage, eh ben, il ramasse tout ce qui est sur son chemin. Et donc c'est ce qu'on voit ici, c'est des sortes de crevasses remplies de débris, de rochers, de graviers qu'il y a autour. C'est encore un signe du mouvement. Voilà, je vous remercie. On va continuer avec d'autres questions, mais super pour ces questions sur les glaciers. Alors, il y a une table qui se manifeste depuis tout à l'heure, et pour tout vous dire, c'est ma maman qui lève le doigt depuis tout à l'heure, donc au bout d'un moment, je ne peux pas trop la snober jusqu'au bout. Et donc, est-ce que c'est une question collective? C'est une question collective. C'est pour toi. On vous dira nos noms, enfin vous savez qui on est parce qu'il y avait nos noms dans la... Mais on vous dira petit à petit, je préfère que vous découvriez chacune qui l'on est. Voilà. Alors, la question, c'est pourquoi il y a ce joli sourire, tout le monde est joyeux sur cette photo. Pourquoi il y a autant de joie sur cette Alors, photo? il y a autant de joie sur cette photo. Donc la question, c'est pourquoi y a-t-il autant de joie sur cette photo? Bon, il y a autant de joie sur cette photo parce qu'on est en train de récupérer une algue qui a été cultivée et la récolte est bonne. Ah, pardon. La récolte a été bonne. Et on était très fiers de... Donc ce sont des collègues. Je suis basée notamment à un institut indépendant de sciences marines en Écosse, Scottish Association for Marine Science. Et ce sont de mes collègues qui s'intéressent à la culture des algues, en l'occurrence des laminaires, et qui ont voulu, enfin qui étaient très contents de sortir ces laminaires de l'eau au mois de juin pour la récolte. Voilà, donc on était très fiers. On peut manger ces algues. Est-ce qu'on pourrait nourrir l'humanité avec des algues? Alors on la nourrit déjà, notamment en Asie. On nourrit non seulement l'humanité, mais aussi des mollusques ou des crustacés avec des algues. C'est-à-dire que c'est à la fois utilisé en nourriture humaine, et c'est quelque chose qui se développe énormément. C'est vraiment quelque chose sur lequel je voulais arriver. C'est le secteur de l'agriculture, de l'aquaculture qui... se développe le plus à l'heure actuelle, c'est 10% par an depuis 50 ans. Donc c'est vraiment sorti de quelque chose de très confidentiel à maintenant une industrie qui est un enjeu majeur, notamment pour des pays en voie de développement, pour la sécurité alimentaire. Et donc les algues sont utilisées pour l'alimentation humaine directement, mais aussi beaucoup pour nourrir donc des mollusques ou des crevettes qui elles-mêmes sont utilisées comme nourriture. C'est-à-dire que comme on a besoin de fourrage pour élever une vache ou un mouton, on a besoin d'algues pour élever des mollusques ou des coquillages qu'on va ensuite manger. Et beaucoup de... Enfin, ça, c'est vraiment un des grands espoirs, on va dire, pour permettre d'alimenter en protéines, notamment, l'humanité. D'accord ? Alors, voilà, il y a une autre question qui sort de cette table-là. Montrez-moi voir. Ah non, alors, et vous êtes obligé de choisir une, d'autant plus que ce n'est pas les mêmes personnes. Ok. Alors, je pense que je vais laisser la parole à Heidi. En effet, il y a plein de vie dans les glaciers. On imagine que les glaciers, c'est un frigo naturel, il ne s'y passe rien, mais finalement, ça regorge de vie parce que déjà, il y a de l'eau. Il y a de l'eau à la surface pendant l'été, quand le glacier fond. Il y a de l'eau à l'intérieur du glacier.
lorsque le glacier se met en mouvement, il arrive à faire fondre de quantités infimes de glace, mais ça crée de l'eau liquide. Et on a aussi beaucoup d'eau liquide à la base des glaciers. Et donc, tant qu'on a de l'eau, on a de la vie, et c'est pour ça qu'on se rend compte de plus en plus que les glaciers regorgent de vie. Alors, il y a énormément de microbes, de micro-organismes. Mes petits chéris, ce sont les tardigrades, on les appelle les ours des glaces, ils sont vraiment microscopiques, mais eux évoluent très très bien dans des environnements pareils. Mais il y a une chose qui est vraiment fascinante avec les glaciers, c'est que les glaciers, de par leur mouvement, parce que les glaciers sont toujours en train de se déplacer, hein, même des fois très très lentement, des fois très rapidement, mais de par leur mouvement, les glaciers érodent le paysage. Ça fonctionne un peu comme du papier de verre sur les montagnes. Donc les glaciers, ils créent des quantités de poudre de roche gigantesques. Cette poudre de roche, au bout d'un moment, elle va voyager, elle va aller dans les rivières vont aller dans des lacs, et ensuite, on va retrouver cette poudre de roche dans les océans. Et on se rend compte aujourd'hui que surtout dans les régions polaires, que les glaciers fertilisent les océans polaires et que les glaciers amènent des minéraux dont ces océans sont dépourvus, par exemple ça peut être du fer, et ça permet, notamment au phytoplancton, à la base de la chaîne alimentaire sous-marine, de commencer, de se développer dans des régions pareilles. Donc les glaciers, ils sont importants parce qu'ils arrivent aussi à donner la vie dans les régions polaires. Important ces glaciers. Merci. Alors, on a la table du fond, là-bas, qui a choisi une photo. Donc, est-ce que vous pouvez montrer la photo, s'il vous plaît? Voilà. Donc, je ne vous dis pas ce que c'est. Même moi, je ne sais pas de toute façon. Je ne saurais pas l'expliquer. Donc, c'est Isabelle. Est-ce que tu pourras juste redire la question au micro pour que les gens qui sont en ligne... Donc, je demande juste à mes consoeurs, quand elles prennent le micro, de redire la question au micro, sinon les gens n'ont pas entendu la question qui a été posée. Et puis, la dernière qui a parlé, reste là, elle prend la question d'après, comme ça évite que ce soit toujours moi. Alors, bonjour, c'est une question qui est compliquée et multiforme. Je vais essayer de la redire. C'est une question autour de l'évolution, de la sélection naturelle. Est-ce que les plantes cultivées sont sélectionnées, s'adaptent? Est-ce qu'elles sont plus résistantes? Et voilà, est-ce que ça traduit? D'accord. Est-ce qu'on peut renforcer un petit peu l'immunité des plantes en les sélectionnant sans engrais, sans pesticides? Alors déjà, cette photo... Ce que ça représente, c'est une sauterelle sur un épi de blé. C'est dans un champ d'un agriculteur qui travaille en agriculture biologique, donc qui travaille sans engrais chimiques et sans produits phytosanitaires. Et donc, avec cet agriculteur et avec des collègues écologues du Muséum d'histoire naturelle, on avait fait un travail pour essayer de voir si on pouvait... combiner, utiliser la diversité de variétés de blé dans un champ pour essayer de rendre ce champ plus résistant, pour qu'il soit plus stable, qui fonctionne mieux, et donc qui permette à la fois à l'agriculteur d'assurer une production, une qualité, mais aussi qui lui permette de cultiver sans toutes les protections, fongicides, pesticides, etc. Et du coup, de préserver aussi toute la biodiversité sauvage autour. Et donc, ce qu'on a fait comme travail pour favoriser cette agriculture, c'est qu'on a essayé de voir si en remplaçant une variété, donc je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais dans un champ en général, quand vous traversez la France et que vous voyez des champs de blé, on a l'impression un peu de voir des tables, toutes les plantes sont exactement à la même hauteur, exactement pareilles. En fait, elles sont toutes identiques les unes aux autres dans tout le champ. Il n'y a aucune diversité dans ce champ-là. Donc s'il y a une vulnérabilité, si une plante est vulnérable, tout le champ va l'être et donc il va être attaqué, sensible, et c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup le protéger. Et donc nous, dans ce travail-là, on a regardé si en associant différentes variétés de blé, donc qui avaient des qualités, des résistances et des comportements très différents,
dans un même champ, on pouvait la rendre plus rustique, plus résistante et plus fonctionnelle. Et ben, c'est ce qu'on a observé. Et on a observé aussi que cette diversité pouvait favoriser une diversité d'insectes et d'espèces sauvages associées, comme notamment on a vu qu'on favorisait la présence d'araignées, la présence de colamboles, donc ce ne sont pas des insectes, mais bon, la présence de toute une biodiversité associée au champ. Voilà, et donc je dois prendre la question suivante, c'est ça ? En fait, je vais te la dire parce que il se trouve qu'on va prendre. Alors, on va prendre une question du public qui est en ligne. Et donc, c'est Alexandra qui pose une question sur une image qui ressemble à une planisphère. Et elle demande, du coup, est-ce que c'est une planisphère ? Qu'est-ce que c'est que cette image ? Et si c'est une planisphère, est-ce que c'est lié à notre planète ? Donc, je laisse la parole à une autre consoeur qui va répondre à cette question. Alors, donc, j'ai pas besoin de répéter la question. Donc, est-ce que tout le monde voit déjà l'image dont il s'agit ? On va nous la mettre dans le fond. Donc, pour répondre à la question, ce n'est pas la carte de la Terre, mais c'est la carte en fait de notre univers, et plus exactement la carte, l'image même qui montre les tout premiers instants de l'univers accessibles à nos instruments. Donc, ce que vous voyez là, en fait, c'est une émission de photons, donc ce qu'on appelle les particules de lumière. L'émission de ces particules de lumière qui ont été émises 380 000 ans après le Big Bang. Donc le Big Bang, je le rappelle, hein, c'est un nom pour dire le début dans notre modèle mathématique. On estime que, et d'ailleurs à partir de ces cartes, on peut le mesurer, on estime que l'univers a à peu près 13,8 milliards d'années. Et donc 380 000 ans après le début de l'univers, on a l'émission de ces premiers photons. Et en fait, ils se sont propagés jusqu'à nous sur Terre et on les observe et ils forment ce qu'on appelle un fond diffus cosmologique, un fond d'émission. Et il faut bien voir en fait que cette image, si vous regardez aujourd'hui l'image de notre univers, elle sera complètement différente. On verra donc des galaxies, on verra des amas de galaxies, on verra des systèmes solaires. Dans l'univers qu'on appelle primordial et que montre en fait donc, cette image, l'univers tel qu'il était 380 000 ans après le début, il n'y a pas de structure encore dans l'univers. Il fait beaucoup trop chaud, l'univers est beaucoup trop dense, il y a beaucoup trop de particules dans tous les sens qui interagissent sans cesse entre elles pour que justement ces particules de lumière, ces photons, puissent s'échapper et nous parvenir et se propager librement jusqu'à nous. Parce qu'à chaque fois qu'ils essayent en fait de se propager jusqu'à nous, ils rencontrent une autre particule, un électron, un proton, ils interagissent ensemble et on ne peut pas voir du coup l'univers avant ces 380 000 ans. On dit qu'il est opaque. Et donc, au fur et à mesure que le temps passe, la densité se raréfie, l'univers devient de plus en plus froid, donc il y a de moins en moins de particules par mètre cube dans l'univers, et du coup, les photons peuvent se propager librement et arriver jusqu'à nous, et ce sont ces premiers photons que nos instruments, donc c'est des télescopes qu'on envoie dans l'espace, qui ont pu le détecter et mettre en évidence cette carte. Donc voilà, donc cette carte, elle nous dit vraiment que notre univers a une histoire. Elle a commencé il y a 13,8 milliards d'années. Et notre univers est changeant. Au début, il n'y avait pas de structure. Et au fur et à mesure, il y a eu des structures qui ont pu se former pour arriver jusqu'à la Terre et jusqu'à l'émergence de la vie. Merci. Est-ce que vous avez déjà une autre question ? Ouais. Ah, donc ça, c'est pour Isabelle. Je te laisse... Alors, quelle est la question ? Donc, où a été prise la photo ? D'accord.
En effet, il n'y a pas d'indication, c'est fait exprès. Parce que eh bien, les astronomes, ils ont toujours besoin d'essayer d'obtenir des endroits propices pour l'observation du ciel. Et un astronome, il est capable de déplacer des montagnes pour mettre un télescope dans un endroit qui conviendra, sans prendre du tout en compte les difficultés éventuelles qu'on aura à surpasser pour mettre nos instruments. Et le souci que l'on a, c'est que nous sommes sur la surface de la Terre et nous avons, bien, heureusement pour nous, une coquille au-dessus qui s'appelle l'atmosphère. Mais pour l'astronomie, cette coquille est extrêmement gênante parce qu'elle est turbulente, elle a des mouvements de vent plus ou moins laminaires, plus ou moins turbulents, elle est absorbante, elle est émissive, donc pour les astronomes, l'atmosphère, elle a plein de défauts. Et du coup, on va essayer de trouver des endroits particuliers dans lesquels l'atmosphère va être plus ou moins transparente, plus ou moins figée. Et bien évidemment, la meilleure des choses possibles, ce serait d'aller carrément dans l'espace. Mais ça coûte très cher. Et quand on a envoyé un télescope dans l'espace, s'il y a un souci, s'il y a une panne, on ne peut plus aller le réparer. Sauf, il y a eu un cas particulier qui était le Hubble Space Telescope. Mais maintenant, on ne fait plus du tout ça. Donc, nous avons recherché des sites particuliers. Alors, vous en connaissez peut-être quelques-uns. C'est l'Observatoire franco-canadien d'Hawaï, qui est à 4200 mètres d'altitude. Il y a l'ensemble des télescopes européens au Chili. Et avec les collègues qui travaillent essentiellement à Nice, et plus des Italiens, nous nous sommes rendus compte qu'une zone très très particulière et pas facile d'accès, qui se situe ce que l'on appelle le dôme C en Antarctique. C'est sur le plateau antarctique, à 1100 km à l'intérieur des terres par rapport à la base du mont d'Urville, qui est la base côtière. Il s'avère que cet endroit-là est absolument exceptionnel. L'atmosphère est quasiment privée de turbulences à cause d'une particularité qu'on n'a pas retrouvée ailleurs sur Terre, qui est le fait que la zone turbulente dans laquelle on vit, qui s'appelle la troposphère, régulièrement disparaît à Concordia, au dôme C, et donc du coup la tropopause, la couche qui normalement est à une douzaine de kilomètres au-dessus de notre tête, arrive jusqu'au sol. Et ça, la conséquence, c'est que l'atmosphère est quasiment figée. Il n'y a plus de turbulence et on est presque dans les conditions d'observation spatiale. Alors c'est très difficile d'aller mettre des télescopes là-bas. Dans cette zone-là, la température ne passe jamais au-dessus de moins 20 degrés. Elle descend jusqu'à moins 80. Ce ne sont pas les astronomes qui ont mis cette base à cet endroit-là, parce que ce sont les glaciologues qui ont fait le premier sondage pour une toute autre étude qui était essayer d'étudier les bulles emprisonnées dans la glace et qui permettait d'avoir une sorte d'archive du climat. C'est le sondage EPICA, c'est un glaciologue de l'observatoire, d'un laboratoire de Grenoble, Claude Lorius, qui a eu cette idée géniale. Et grâce à ce sondage qui s'est fait à cet endroit-là, on a des archives de plus d'1 million d'années du climat passé. Mais les astronomes, un jour, il y a eu une éclipse de soleil totale de soleil qui s'est passée à l'aplomb de cette base donc, que l'on appelle Concordia. Les deux bâtiments que vous voyez, c'est Concordia. Une base, j'ai oublié de le dire, qui est franco-italienne. On la partage avec les Italiens. Et du coup, on a eu des images extraordinaires. On s'est dit, est-ce que c'est un hasard ou c'est tout le temps comme ça? Mais en fait, c'est tout le temps comme ça. Cette base a été, enfin pour EPICA, c'est depuis 1978. Depuis 1995, on s'est dit il faudrait que pour l'astronomie, on avait montré que le ciel était extraordinaire, donc il faudrait qu'on puisse y être toute l'année. Et donc maintenant, la France est capable de faire ce que l'on appelle des hivernages à cet endroit-là, c'est-à-dire que l'équipe qui reste en hiver est totalement en autarcie. Ils savent qu'on ne peut pas aller les chercher.
Et c'est vraiment, alors il y a des tas d'autres, mais je ne vais pas monopoliser la parole trop longtemps, il y a des tas d'autres domaines de sciences qui sont intéressés par la façon dont les hivernages se passent. Voilà, je vais peut-être arrêter là et voir s'il y a une autre question. Il y a une question ici qui permettra de continuer un petit peu sur ce que tu disais. Vas-y. Moi, j'ai une question sur cette image. Donc, du coup, c'est par rapport à ce glacier, enfin cette vue du ciel et ce glacier qu'on voit un peu se détériorer comme ça. Et en vous écoutant et en voyant l'amour que vous avez vraiment pour votre métier et pour tous ces glaciers, est-ce que vous avez peur des prochaines années? Donc sur la... Ah ben non, je te laisse reprendre la question. Merci Isabelle. Oui, je vais répéter la question. Merci pour cette question. Alors, c'est une nouvelle image de glacier, d'un beau glacier de marée du Svalbard, là encore. Et la question est par rapport au changement climatique, j'imagine. On sait que les glaciers en ce moment sont ceux qui arrivent à rendre visible le changement climatique le mieux au monde. Et est-ce que je suis inquiète ou est-ce que ma communauté est inquiète? Et très clairement, un immense oui. La situation est vraiment catastrophique au niveau des glaciers. Les glaciers, ils sont très importants pour nous. Il faut savoir que Homo sapiens sapiens s'est développé grâce aux glaciers. En fait, depuis qu'on existe, il y a des glaciers sur Terre. Donc tout notre passé, tout notre présent est intimement lié à celui des glaciers. Les glaciers, ce qu'ils permettent de faire, c'est de stabiliser le climat sur Terre. Donc, le fait qu'on ait des glaciers dans les Alpes, le fait que l'Arctique et l'Antarctique soient froids, permet vraiment d'ancrer notre climat, de le stabiliser. Mais aussi, ce qui est important à comprendre, c'est que notre futur est directement lié à celui des glaciers et vice-versa. Ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est qu'on en est tous conscients, j'en suis sûre, dans cette salle, mais le climat se dérègle extrêmement rapidement et les glaciers, justement, réagissent très très vite à ce changement climatique-là. Ce qui se passe, c'est que partout sur Terre, tous ces éléments glacés, donc que ce soit la neige, la banquise, le permafrost, les calottes polaires, sont en train de se désintégrer véritablement. Il y a une façon, et une seule aujourd'hui, de sauver nos glaciers, donc en quelque sorte de nous sauver nous-mêmes, c'est de rester sous la barre des 1,5 degrés. Et ça, ce n'est pas un chiffre sorti d'un chapeau, il y a vraiment une réalité physique derrière ça, c'est une nécessité absolue. Les 1,5 degrés, c'est un peu comme le premier domino d'une chaîne, hein. Si on le fait tomber, eh ben, on enclenche des processus irréversibles de déstabilisation des glaciers. Donc là, on risque de perdre des ressources en eau, on risque de perdre cette fertilisation des océans, on risque d'avoir nos océans qui augmentent en hauteur beaucoup plus rapidement. Et 1,5 degré, si on reste en dessous, tout va bien ou presque, mais si on passe au-dessus, ça va devenir très compliqué. Donc on a tout ça entre nos mains. C'est chaque jour qui passe, chaque choix que l'on fait va avoir une influence sur ces 1,5 degrés. Donc la situation est très compliquée, mais je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste et on va tout faire pour ces glaciers, on va tout faire pour rester sous la barre des 1,5 degrés et on peut encore le faire aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Qu'est-ce qui vous rend curieux sur ces belles photos? Alors, montrez-moi tout ça. Ah, on a une belle photo. Oh, génial. Alors, voilà, on a une première photo qui est choisie. Allez-y, je vous en prie, et je vais répéter votre question. Comme quoi, vous choisissez les mêmes. Alors, quelle est la question associée à cette photo? Alors, qu'est-ce que ça représente? Et est-ce qu'on observe sur cette belle photo différentes étapes d'un même processus? Je laisse la pro. Ok, donc merci vraiment de l'avoir posé, d'avoir posé ces deux questions, parce que je crois que vous touchez du doigt des choses très intéressantes. Donc en fait, ce que vous voyez ici, ce sont des organismes microscopiques, c'est-à-dire que chaque rond
enfin chaque disque, sphère en fait, est une cellule. Et vous voyez qu'il y a différents types de cellules, donc il y a les oranges et il y a les grises, d'accord? Et en fait, si vous pensez au flamant rose, voyez, un flamant rose est rose parce qu'il a mangé des crevettes qui eux-mêmes ont mangé des algues, d'accord? Et en fait, ce que vous voyez qui est orange, c'est une algue unicellulaire, donc c'est une seule cellule, un organisme fait d'une seule cellule, qui est une algue, et cette algue, elle fait de la photosynthèse, elle est chlorophyllienne, mais elle fait aussi un pigment orange que vous voyez s'accumuler ici. Et ce que vous voyez, la deuxième type d'organisme, donc qui sont les petites boules grises, c'est un champignon qui est en train de manger cette algue, littéralement. Et si vous voyez donc l'algue du haut, qui est encore à peu près bien dans sa peau, j'allais dire, et vous voyez au contraire sur les côtés et vers le bas des algues qui sont complètement boulottées de l'intérieur par des champignons qui sont en train de faire des sporanges et des spores à l'intérieur. Et ce que j'essaye d'amener ici, c'est l'importance en fait de la santé des algues. Alors c'est ma spécialité, et j'ai des amis anglais qui appellent ça un conversation stopper, c'est-à-dire quelque chose qui vraiment casse l'ambiance quand on me présente en me disant, voilà, comment quelqu'un de sain d'esprit peut-il passer sa vie à s'intéresser aux maladies des algues? Et une des réponses, c'est pas la seule, mais c'est que ces algues que vous voyez ici sont en fait produites industriellement pour donc leur pigment, qui est un antioxydant, donc qui est vraiment utilisé par exemple en complément alimentaire humain, mais aussi pour colorer la chair des saumons. Donc c'est un pigment qui est très très prisé par les producteurs de saumon, parce que sinon la chair de saumon est blanche, et le consommateur ne veut pas acheter du saumon blanc. Et les champignons qui boulottent ces algues sont une nuisance dans toute cette industrie donc, de production des algues. Et il y a dans toutes les cultures qui sont mises en place, en fait, des problèmes qui sont les mêmes que ceux qu'on trouve en agriculture avec les cochons, les poulets, le blé, la pomme de terre, mais qui sont très, très méconnus. Et ce que je voulais vraiment montrer là-dessus, c'est la beauté de ce genre d'organisme, mais c'est aussi le fait que les maladies des algues, ça a l'air d'être un sujet complètement ésotérique, mais c'est quelque chose qui est vraiment important pour rendre plus pérenne cette industrie qui est en train de se développer à l'échelon mondial, qui est celui de l'aquaculture et de la culture des algues, soit pour l'alimentation humaine, soit pour l'alimentation des poissons. Avec les glaciers et la fonte des glaciers, tout ça, parce que ou pas. Alors il y a des liens, et il y a même une photo qui permettrait de faire ce lien. Voilà. Attends, il y avait une question de Agathe, 9 ans, en ligne, pour toi, qui continue sur ça en fait. Agathe, 9 ans, qui te demande quel est le nom de cette algue, ou si toi tu l'appelles d'un petit nom, ou si elle déjà quel est son nom. Alors effectivement, donc cette algue elle a un nom, comme tous les organismes qui sont connus et qui sont décrits scientifiquement ont ce qu'on appelle un nom latin, suivant le système qui a été mis en place au XVIIIe siècle, je crois, par Carl Linné. Et cette algue, elle s'appelle Haematococcus pluvialis, c'est-à-dire que c'est vraiment une algue dont Haematococcus, le hem de Haematococcus, coccus, ça veut dire la sphère. Hem, c'est l'algue sanguinolente, ça vient du sang, d'accord, donc c'est l'algue qui produit ce pigment, et pluvialis parce que c'est une algue qui est capable de survivre à l'immersion et qui se remet à pousser quand il pleut, d'accord, donc c'est une algue des flaques d'eau en l'occurrence. Et le champignon s'appelle Paraphysoderma sedebokerense. C'est-à-dire, Physoderma est un type de champignon qu'on a décrit, je regarde Isabelle parce que ça a été décrit au départ sur les plantes. Paraphysoderma, c'est le champignon qui ressemble à Physoderma mais qui va sur les algues. Et Sedecoborense, c'est parce que cette espèce a été trouvée par des Israéliens qui sont les pionniers de la culture de cette algue et qui ont donc été les premiers à avoir les problèmes de maladies dans leur système de culture. Et c'est un mot en hébreu, c'est le nom, je crois, d'un endroit en hébreu. Donc c'est pour ça que c'est assez difficile à prononcer pour nous. Mais apparemment, c'est l'air simple pour eux. Voilà. Une autre question, oui. On prendra, et vous après, d'accord.
Alors c'est une question pour Isabelle. On a beaucoup d'Isabelle ce soir, et c'est du pain. Oui, tout à fait. Alors, je ne me rappelle plus des variétés qui sont sur cette photo. Mais la question, donc, c'est il y a des petites étiquettes à côté des pains. Et donc, la question, c'est est-ce que ça indique le nom des variétés? Alors, c'est écrit Triptolène 8 Concorde et Christian Laurence Barbu. Alors, il y a deux choses. En fait, ces pains, ils ont été faits dans le cadre d'un projet de recherche participative, c'est-à-dire dans lequel on a travaillé à la fois en associant des scientifiques et puis des acteurs de la société, en l'occurrence des collectifs impliqués dans les semences, paysannes, donc paysans boulangers, paysans meuniers boulangers et aussi consommateurs. Et là, la question à laquelle on cherchait à répondre, c'était est-ce qu'avec des variétés différentes de blé, en cultivant des variétés différentes de blé, on obtient des pains qui ont des goûts et des qualités nutritionnelles différentes. Et donc, ce qu'il y a sur les étiquettes, c'est à la fois le boulanger ou le collectif qui a donné la variété pour faire le pain, et puis le nom de la variété. Et peut-être ça vous intéresse de savoir ce que les résultats de cette étude-là. Donc, en fait, les variétés qu'on a étudiées là, ce n'est pas les variétés commerciales que l'on trouve classiquement et que la plupart des agriculteurs cultivent. Et en effet, ces variétés, elles ont été sélectionnées pour faire beaucoup de rendement dans les bonnes conditions avec des engrais, etc., mais pas particulièrement pour avoir bon goût dans le pain ou pour être très nourrissante avec beaucoup d'éléments nutritionnels. Donc ces pains, ils ont été faits avec des variétés qui sont des sortes de ressources génétiques, des variétés anciennes qu'on a été recherchées dans des banques de graines ou auprès d'agriculteurs d'anciens qui les avaient gardées. Et donc elles représentent une diversité beaucoup plus large. Et quand le boulanger a panifié en parallèle la farine faite avec les différentes variétés, mais dans un processus, il les a panifiées en même temps, il les a cuites en même temps, etc. Et ensuite, on les a fait déguster en aveugle à un panel de citoyens, de chercheurs, etc. Et on a trouvé qu'il y avait des différences de goût, d'apparence, d'odeur. Et aussi, ensuite, en les étudiant au niveau nutritionnel, on a trouvé qu'elles avaient des compositions beaucoup plus variées que ce qu'on trouve dans les variétés commerciales classiques. Et donc, il y a un grand intérêt à remettre en culture aussi une plus grande diversité de blé, que ce soit dans les champs par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les résistances aux maladies, aux pathogènes, pour être plus costaud, mais aussi pour mieux nourrir, pour donner des goûts plus variés et mieux nourrir les gens qui vont manger ces pains. Alors, je peux reformuler la question. Alors. Donc ça ressemble à des planètes. Elles sont bien alignées, bien colorées. Qu'est-ce que c'est ? Alors, effectivement, ce sont des planètes, mais ce ne sont pas forcément, et pas toutes en tout cas, les planètes de notre système solaire. Donc, c'est aussi des représentations graphiques, parce que dans ce domaine des exoplanètes, donc de la recherche de planètes en dehors de notre système solaire, on n'a pas la même quantité d'informations que pour les planètes de notre système solaire, et on fait aussi appel aux artistes pour faire des représentations graphiques de ces mondes inconnus à partir d'informations scientifiques qu'on est capable de déterminer. Donc la recherche d'exoplanètes, elle explose, ça fait déjà quelques années. C'est marrant parce que pour la petite anecdote, moi j'avais beaucoup hésité avec ce sujet de recherche pour ma thèse. Finalement,
mon intérêt s'est porté sur l'accélération de l'expansion de l'univers et l'énergie noire, mais les exoplanètes, c'est... donc en gros, la découverte de la première exoplanète, c'était 1995, 51 Pégasi B, donc rien qu'avec cette première découverte donc de planètes extrasolaires, d'une part, on a montré qu'elles existent, il y a effectivement des planètes qui tournent autour de d'autres étoiles que notre Soleil, et en plus, on a découvert ce qu'on appelle une Jupiter chaude, donc c'est une planète très grosse, et de la taille ou plus grosse que Jupiter, mais proche de son étoile, et donc du coup il fait chaud sur cette planète-là. Donc autrement dit, un type de planète où la configuration par rapport à son étoile n'existe pas dans notre système solaire. Nous, Jupiter, elle est loin du Soleil. Donc rien qu'avec cette première découverte, ça a aussi bouleversé les modèles de formation planétaire, donc alimenté également la recherche fondamentale. Et bien sûr, la question qu'on se pose tous, y a-t-il de la vie en dehors de notre planète Terre? La vie est-elle unique? La Terre est-elle unique? Si ces questions vous intéressent, je vous invite aussi à assister à la soirée de gala. Ça sera le leitmotiv de cette soirée. Et donc voilà. Et aussi petite parenthèse, parce qu'on est dans cette démarche de diffusion scientifique. Avec des collègues, on a développé un jeu de plateau sur les exoplanètes pour montrer aux enfants, mais aussi aux adultes, la démarche scientifique pour détecter des exoplanètes et qu'est-ce que c'est, quelles informations on tire de ces objets. Donc si vous êtes intéressé, que vous faites partie soit d'un lycée, soit d'une association, soit d'un club d'astronomie, soit d'un lieu de médiation scientifique, n'hésitez pas à nous contacter et on pourra voir si on peut vous fournir des exemplaires. C'est gratuit, c'est pour la diffusion scientifique. Voilà. L'autre question? Ah, on lève la main partout là. Alors c'est ce qu'on recherche. Alors, est-ce qu'il y a de la vie sur ces exoplanètes? Donc c'est évidemment ce qu'on recherche de manière active. Et donc pour le moment, on n'a pas la réponse, sinon je pense qu'on le saurait tous. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que nos avancées viennent toujours avec en même temps le développement des technologies. Il y a un certain délai, mais dans les années à venir, il va y avoir un certain nombre de projets instrumentaux et notamment un télescope, le JWST, qui devrait être envoyé dans le ciel et remplacer le Hubble Space Telescope, et dont l'un des objectifs majeurs est d'aller étudier l'atmosphère autour de certaines exoplanètes qu'on a qualifiées d'habitables. Donc des exoplanètes, on en a détecté plus de 4000 depuis 1995, mais toutes ne sont pas habitables, et on définit en fait cette notion d'habitabilité avec, par rapport à la distance par rapport à l'étoile. Si on est trop près de l'étoile, il fait trop chaud, donc on ne peut pas y vivre. Si on est trop loin, il fait trop froid et on ne peut pas non plus y vivre. Donc c'est une distance un peu idéale par rapport à l'étoile pour qu'il y ait les conditions de température et de pression nécessaires à la présence d'eau et de préférence d'eau liquide à la surface de l'exoplanète. Donc c'est en cours et c'est super passionnant. Prochaine question. Alors on a les filles là-bas. Oui ? Alors ça, ouais. Quelle est la question? C'est où? Moi j'aurais commencé par c'est quoi? Donc, c'est sur cette photo, c'est quoi? C'est où? C'est sur notre Terre ou c'est extraterrestre? Ok, je laisse Heidi vous répondre avec son optimisme. Merci Pauline, merci les filles. Super question. Alors, à votre avis, vous avez une petite idée? C'est sur Terre ou sur les belles exoplanètes qu'on vient de découvrir? Je vois qu'elle se tâte un petit peu. Alors, c'est un glacier que j'ai étudié, donc malheureusement, j'attends le coup de fil de NASA ou de SpaceX qui n'est toujours pas arrivé, mais c'est bien un glacier sur Terre. C'est un glacier qui se trouve là encore sur l'archipel du Svalbard, donc très très proche du pôle Nord. Et vous savez, le Svalbard, c'est aussi un petit peu le royaume des ours polaires. Il y a plus d'ours polaires que d'habitants. Donc d'aller étudier les glaciers là-bas, c'est pas facile parce qu'il faut un peu jongler entre notre sujet d'étude et ne pas trop embêter les ours. Mais ce que vous voyez sur cette très belle image, ce sont en quelque sorte les rides d'un glacier.
fait, les glaciers comme nous, hein, ils vivent, ils peuvent avoir une vie très très longue. Les glaciers que vous voyez, c'est des glaciers qui sont là depuis plusieurs dizaines de milliers d'années. Et donc, ils ont vécu plein de choses, et notamment des grands bouleversements climatiques, mais aussi des bouleversements dans leur niveau d'énergie. Je vous racontais tout à l'heure qu'il y a des glaciers qui sont très paresseux et des glaciers qui produisent des énormes accélérations. Et bien, ce glacier-là, c'est exactement ce qu'il a fait dans le passé. Il y a un moment où il s'est mis à accélérer très très vite. Et quand un glacier s'accélère, il faut s'imaginer que ce n'est pas juste un glacier qui court d'une montagne, qui descend dans une vallée. Le glacier, déjà, il ressemble un petit peu à un chou-fleur, un petit peu à un arbre. En fait, il est fait de plein de branches différentes. Et parfois, c'est les branches qui sont à gauche qui vont accélérer ou les branches qui sont à droite. Et quand on a une partie de la glace qui avance alors que le reste ne bouge pas, et ben ça crée ces mouvements incroyables dans la glace qui sont pris au piège dès que le glacier arrête de bouger. Donc c'est ce qu'on voit, c'est que les glaciers, vous savez, ils ne sont pas très compliqués. Alors, ils ne sont pas hyper bavards. J'avoue, hein, on essaie de les faire parler, nous les scientifiques, mais l'avantage, c'est qu'ils reflètent en fait toute leur histoire. Ils portent leur action, leur comportement passé. Et c'est ce qu'on voit ici sur cette image, c'est ce S dans la glace qui montre que le glacier a produit une énorme accélération dans le passé. Et ça peut paraître étonnant, mais c'est encore un des plus grands mystères en glaciologie. Alors, je ne devrais pas dire ça parce que c'était mon sujet de thèse, mais de comprendre pourquoi est-ce que ces glaciers changent de comportement. On commence à avoir des petites idées, mais aujourd'hui encore, les glaciers gardent énormément d'énigmes et de mystères pour nous, et c'est ce qui rend le sujet encore plus passionnant. Merci pour cette belle question. Là, ce que vous voyez au niveau de l'échelle sur cette image, en effet, c'est plusieurs centaines de mètres. C'est une photo qui est prise depuis un avion, exactement. Alors, est-ce que vous avez d'autres belles questions? Ouh là 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 là, alors là, je vois une image qui envoie du lourd. Quelle est votre question? Ouh, une question ambitieuse. Alors, qu'est-ce que c'est? Et pour vous, Isabelle, quel est le mystère de la vie? Alors, sur cette photo, je ne sais pas... Non, elle n'est pas encore derrière moi, je répète. Donc, c'est une photo double, en fait. Et la question est, qu'est-ce que c'est? Et on y adjoint la question sur le mystère de la vie. Alors, c'est effectivement le domaine dans lequel je travaille, ce qui se voit sur la robe que je porte, et parce que je suis instrumentaliste infrarougiste. Quand on est dans un domaine comme l'astrophysique, on ne va pas faire tout, on va être spécialisé dans certains domaines, et les astronomes, pour arriver à comprendre les objets qu'ils étudient, ont besoin de toutes les longueurs d'onde, c'est-à-dire toutes les couleurs, mais ça va bien au-delà des couleurs, parce que les couleurs, c'est juste le domaine visible. On a besoin, après le rouge, il y a l'infrarouge, il y a les micro-ondes, il y a les ondes radio, et puis de l'autre côté, du violet, les ultraviolets, rayons X, etc. Et pour arriver à comprendre les objets dans l'univers, on a besoin d'informations sur toutes les longueurs d'onde. Et là, c'est un exemple qui est donné ici, qui est dans la nébuleuse de l'Aigle. C'est pas très loin du Soleil, et c'est une photo qui n'a pas été prise en Antarctique, mais qui a été prise par le Hubble Space Telescope, où vous voyez à gauche l'image en visible, c'est-à-dire que ce que nos yeux seraient capables de voir si ils étaient assez sensibles, et à droite, c'est exactement la même zone en infrarouge, à des longueurs d'onde donc que nos yeux ne sont pas capables de détecter. Et vous voyez l'intérêt de comparer ces deux images, parce que dans le visible, vous avez un nuage de poussière qui est opaque, qui empêche de voir ce qu'il y a derrière ces nuages, ce qu'on appelle des nuages moléculaires. C'est des zones de formation d'étoiles dans notre galaxie. Et ces nuages noirs, que les Américains ont appelés les piliers de la création, empêchent de voir ce qu'il y a derrière. Mais l'image de droite, en infrarouge, montre que ce ne sont pas des vides dans l'univers. Parce que si vous avez une longueur d'onde, une couleur qui vous permet de passer à travers la poussière, eh bien vous voyez toute la richesse
de cette zone de formation d'étoiles qui est très dense. Et il y a, aux longueurs d'onde qu'on a regardées ici, on ne voit plus qu'un petit peu de ces traces de poussière. Et si on allait à des longueurs d'onde encore plus grandes, eh bien, on pourrait voir complètement, ça deviendrait complètement translucide. Et si on allait encore plus loin, on aurait le négatif de ça, parce que si on était à une centaine de microns en longueur d'onde, la poussière émet elle-même. Donc ce serait une image négative. Et ces zones de formation d'étoiles, on sait maintenant que les étoiles très jeunes naissent à partir de cocons qui vont s'effondrer. La majeure partie de ce cocon va servir de matière pour former l'étoile centrale, mais il va rester, dans un très grand nombre de cas, de la poussière autour qui vont s'amalgamer en grumeaux et former des planètes. Et donc, c'est des zones vraiment particulières qui sont très intéressantes à étudier parce que dans ces nuages qu'on appelle moléculaires, il faut faire attention, les astronomes ont des notions de densité qui sont extrêmement élastiques. Même si ça paraît dense, et ce qu'on va dire c'est une zone dense, c'est bien plus vide que le meilleur des vides qu'on est capable d'obtenir en laboratoire. Il n'empêche que c'est suffisamment riche pour que les atomes arrivent à se combiner les uns les autres et former des molécules, et des molécules parfois très complexes. Dans les zones de formation d'étoiles, on a détecté de l'alcool éthylique, on a détecté des molécules, on a détecté même des acides aminés. C'est vraiment des milieux qui sont très riches, même si la densité est excessivement faible. Donc oui, peut-être que là, il y a les premières briques de la vie. C'est une question qu'on se pose de savoir si la vie s'est créée ici ou bien dans ces zones-là. Très intéressante à étudier ces zones de formation d'étoiles. Une autre question là-bas ? Sur cette photo-là, et qu'est-ce que cherchent ces femmes dans l'eau ? C'est une excellente question. Donc ces femmes, elles travaillent pour vous, d'accord ? C'est une photo qui a été prise à Zanzibar, c'est-à-dire une île qui est au large de la Tanzanie, donc sur l'est de l'Afrique et donc l'ouest de l'océan Indien. Et en fait, ce que ces femmes regardent, ce sont des algues rouges qui produisent ce qu'on appelle des carragénanes. Et les carragénanes, ce sont des gélifiants. Et ce sont des gélifiants qui sont utilisés dans l'industrie alimentaire, vous savez, pour tous les desserts qui bloblotent un peu, voilà. Mais qu'on trouve aussi dans beaucoup de choses, donc dans les dentifrices, dans le jus d'orange pour éviter que la pulpe descende trop vite. Enfin voilà. Donc ce sont des épaississants, des gélifiants, et notamment qui sont végétariens, donc ça remplace la gélatine de cochon. Il y en a à peu près dans tout, et c'est une industrie vraiment qui s'est énormément développée depuis 40 ans. Et ce que vous voyez sur cette photo, qui a l'air très simple par rapport à tout ce qu'on vient de regarder, qui est un peu ésotérique, là on a l'impression de la comprendre cette photo, mais je vais prendre un peu plus de temps que ce que j'ai pris jusqu'à présent, parce qu'il y a énormément de choses que vous voyez. Ce que vous voyez, donc, ce sont des femmes qui cultivent ces algues. Et donc, ce qui est important, c'est que ce sont des femmes. Donc vous voyez ces trois femmes qui ont leur petit carré d'algues rouges, donc elles cultivent. Et ça, en fait, l'introduction de la culture des algues en Tanzanie et dans cette région dans les années 90 a été une révolution culturelle qui a fait que dans cette société particulièrement conservatrice, les femmes qui n'avaient pas le droit de sortir de leur maison pour autre chose que d'aller à un mariage ou un enterrement dans leur famille, sur permission de leur mari, attention, ont enfin pu sortir. Et comment ça s'est passé ? C'est donc cette activité qui a commencé à être introduite. Les hommes n'ont jamais voulu le faire, parce que quand on est un homme, on fait pêcheur. D'accord ? C'est un peu... Enfin, on fait un truc qui vaut le coup, quoi. D'accord ? Donc cultiver des algues, c'est un peu un truc, ça ramène pas beaucoup. Mais les femmes, du coup, s'y sont mises. Et ce que ça a permis, c'est que c'est un revenu qui est relativement faible, mais c'est un revenu qui est venu complémenter
dans ces communautés qui sont en général très pauvres, côtières, dans des villages désespérés, ce sont des revenus qui ont permis à des femmes de commencer à avoir une activité économique. Et ça a été montré dans beaucoup d'autres sociétés, je m'excuse messieurs, mais quand monsieur gagne $1, il va en général le boire au bar, et il rentre bourré et il bat ses enfants. Quand madame gagne $1, elle commence par nourrir ses enfants, elle leur achète des chaussures et elle les envoie à l'école. D'accord ? Donc ce revenu complémentaire a vraiment permis une transformation de ces communautés villageoises sur l'ouest, enfin sur l'ouest de l'océan Indien, c'est-à-dire l'est de l'Afrique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous voyez et qui, moi, m'a beaucoup interpellée dans cette photo par rapport à la soirée de ce soir, c'est que vous voyez un groupe de 3 chercheuses qui sont donc mes collègues et qui sont venus aider, en fait, c'est un projet dans lequel je suis impliquée, d'aide au développement, donc avec lequel on travaille avec la Tanzanie, la Malaisie, les Philippines, l'Indonésie également. Donc c'est un projet d'aide au développement où on s'intéresse justement aux maladies dont souffrent ces algues et qui font que la production s'est effondrée, ce qui fait que tous les progrès sociaux, ou beaucoup des progrès sociaux qui avaient été faits au début des années 2000, étaient en train de partir en arrière du fait de l'effondrement de cette industrie et du fait de l'incidence des maladies, qui est aussi liée au changement climatique. Et donc c'est par hasard, plus ou moins, est-ce un hasard vraiment, une équipe très féminisée qui se mobilise donc depuis le Royaume-Uni, mais vous avez également mes postdocs qui est allemande, qui vient en fait essayer d'aider à développer cette culture. Et ce que vous voyez derrière, c'est un complet accident, mais vous voyez deux gugus en maillot de bain, peut-être, voilà. Et ça, en fait, c'est complètement un accident dans cette photo, mais c'est vraiment la réalité. C'est-à-dire que Zanzibar également se développe beaucoup à l'heure actuelle par du tourisme, d'accord ? Et vous avez tous eu, je pense, la pub des agences de voyage pour aller faire trempette à Zanzibar, tartiner de crème solaire, qui est très toxique pour les récifs coralliens, n'est-ce pas ? Voilà. Et pour moi, en fait, sur cette photo, ce que vous avez, c'est vous avez la communauté de femmes villageoises tanzaniennes qui cultivent des algues qui sont utilisées dans une industrie globalisée de l'agroalimentaire. Vous avez donc des scientifiques au féminin qui s'intéressent à ces cultures et qui essayent de la rendre plus durable. Et vous avez en arrière-plan cette alternative de développement économique par le tourisme qui ramène donc des devises étrangères, mais qui est un modèle entièrement différent par rapport à celui d'une aquaculture durable. D'accord ? C'est vraiment une photo qui a l'air simple, vue de loin, mais qui touche énormément de sujets. Je vais peut-être m'arrêter là, parce que je deviens intarissable. Merci. Vraiment bien, c'est que ça marche vraiment bien, la lenticonférence. Vous posez beaucoup de questions, donc ça va même assez vite. Il y a une question globale qu'on nous a posée tout à l'heure que je garde pour la fin, parce qu'on comprendra peut-être encore un peu mieux. Vous avez peut-être l'impression qu'on parle, on vient de différentes disciplines, mais on a un message global qui commence à émerger, peut-être. Et en tout cas, on répondra à cette question à la fin. Il y a une question de Pauline sur Internet qui demande sur une certaine image où on voit des gros camions, des tracteurs, mais qu'est-ce que c'est que ces bidons orange ? Qu'est-ce que c'est que ces bidons orange ? Alors effectivement, c'est un cordon ombilical, c'est le cordon de vie pour alimenter et permettre aux personnes qui vivent à la station Concordia d'être alimentées et la base d'être chauffées. L'Antarctique est un continent qui est unique sur Terre. C'est un continent qui n'appartient à personne et qui est dédié aux sciences. Le traité de l'Antarctique a empêché, a éliminé toutes les tentatives d'appropriation territoriale et tout le monde a le droit d'y aller
à condition de n'avoir qu'une activité scientifique. Toutes les activités économiques, minières, militaires y sont interdites. Soit dit en passant, il faut vraiment, si un jour vous entendez parler d'un référendum sur le traité de l'Antarctique, il faudra absolument que vous vous mobilisiez parce que la Russie et la Chine mettent maintenant, dès à présent, toute l'énergie qu'il faut pour essayer de l'empêcher d'être prolongé. Ce serait vraiment absolument dramatique dans le contexte actuel de réchauffement climatique et tout ça. Les pôles ont vraiment une particularité pour ce qui est d'évolution climatique. Et donc la France possède cette base de Concordia que vous avez vue tout à l'heure, qu'elle partage avec les Italiens. Dans les bases continentales, il y en a très peu. Il y a la base Amundsen-Scott des Américains qui est au pôle sud même. Il y a la base russe de Vostok qui est un petit peu plus au sud que Concordia. Il y a la base franco-italienne de Concordia. Et il y a la base Kunlun que les Chinois essayent de développer sur le dôme A. La France, je vous l'ai dit, est un pays qui a la capacité de faire vivre les scientifiques tout au long de l'année, être capable de faire des hivernages. Et pour être capable de faire des hivernages, le lien vraiment vital avec la base côtière, la base de Dumont-d'Urville, c'est ce raid que vous voyez là, c'est-à-dire que c'est un convoi d'énormes caterpillars qui apportent, alors les bidons orange, ils apportent le fuel et les containers qui sont derrière apportent tout le matériel, toute l'alimentation, la moindre banane, le moindre morceau de pain qui sera mangé est apporté donc sous forme de farine, de banane, etc. C'est vraiment le cordon ombilical de la base. Et il faut savoir qu'entre Concordia, donc, qui est sur la côte, Concordia qui est à l'intérieur des terres et Dumont-d'Urville qui est sur la côte, il y a donc 1100 km à faire. Ces convois qu'on appelle le raid à la vitesse faramineuse de 10 km/h et ils parcourent cette distance en totale autonomie. Il faut un savoir-faire vraiment très particulier pour réussir à passer. Il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de panneau indicateur. Il faut connaître, il faut savoir où on va. Il n'y a aucun repère sur la glace. Alors volontairement, j'ai pris une photo un jour où il fait mauvais, mais ça arrive, c'est ce qu'on appelle le white-out. C'est une condition très particulière où tout d'un coup on est enveloppé parce qu'il y a eu des vents quelque part qui ont soulevé des cristaux de glace. On est dans c'est pas un brouillard parce que le brouillard c'est liquide et les températures que je vous ai données empêchent l'eau liquide, donc c'est des cristaux de glace qui font qu'on perd tout sens de l'orientation. Et c'est vraiment un savoir-faire unique de notre agence polaire qui s'appelle l'agence Paul-Émile Victor, qui est une des deux seules, puisque les seuls autres c'est les Américains pour Amundsen-Scott, capables de savoir faire ce raid entre la base côtière et la base continentale, ce qui permet à la base continentale de pouvoir effectivement faire son hivernage. C'est vraiment le lien de vie avec la base continentale. Et les Japonais ont essayé de développer une base continentale aussi sur le dôme F, le dôme Fuji. Et au bout de plusieurs essais, ils ont renoncé et les astronomes japonais sont venus. Alors on est dans l'hémisphère sud, hein, l'Antarctique c'est de l'autre côté, donc c'est l'été dernier. Donc l'été dernier pour l'Antarctique, c'était en décembre-janvier de 2019. Ils sont venus demander aux astronomes français si on voulait collaborer avec eux pour qu'ils mettent le télescope qui était prévu sur le dôme Fuji à Concordia. Mais hélas, on n'est pas les seuls à décider. C'est bien sûr des questions hautement politiques et la base franco-italienne, pour l'instant,
n'accepte pas d'autres scientifiques, mais elle va s'ouvrir. Ça fait des années qu'on essaye de démontrer à l'Institut Paul-Émile Victor à quel point c'est important d'ouvrir à la communauté scientifique, au moins européenne, et certainement que ça va se faire très bientôt, et on fera plein de choses là-bas. Une autre question ? Alors, l'heure d'un hivernage, c'est au maximum 16 personnes. Ils n'ont jamais été plus de 15 et au minimum, ils ont été 9, ce qui est très peu parce que l'autre base, donc Amundsen Scott, les Américains, ils restent entre 45 et 50 en hiver. À 9 ou 15, on ne peut pas, ils sont complètement isolés du 15 février au 10 octobre. Et l'ESA est intéressée et finance une partie enfin, soutient financièrement la base de Concordia parce que c'est le seul endroit sur Terre où on peut étudier le confinement humain. Les autres endroits, ils ont essayé, vous aviez peut-être vu des bulles dans l'Arizona et tout ça, et en fait ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas parce que les hommes savaient que, enfin ou les humains savaient que s'il y avait un problème grave, on ouvrirait la porte. Là, il n'y a pas de porte à ouvrir. S'il y a un problème grave, il faudra faire face tout seul. À Concordia, il n'y a jamais eu de problème grave. Par contre, à Amundsen Scott, par 2 fois, pendant un hivernage, il y a eu un mort et on ne pouvait pas aller le chercher. Donc, l'étude du confinement humain est faite par l'ESA sur les hivernants de Concordia. Et par contre, en été, il y a beaucoup plus de monde. Le camp d'été, la température est plutôt aux environs de moins 35, entre moins 40 et moins 20. Donc, il fait nettement plus chaud. Oui, si. C'est nettement plus chaud par rapport à moins 80. Et du coup, il y a une 50aine de personnes, jusqu'à 60 personnes sur le camp d'été. Non, je n'ai jamais fait d'hivernage. Il faut je pense, alors les collègues, c'est beaucoup les collègues de Nice qui travaillent là-dessus, enfin les collègues astronomes qui sont eux allés faire des hivernages. Un hivernage, c'est au moins 12 à 13 mois d'absence. Et puis, un isolement comme ça, non. J'aime beaucoup mon métier, mais non. Il nous reste le temps pour 1 ou 2 questions. On ira et demie. Donc, je voulais savoir quelle était la petite plante verte qui se trouve sur le blé. La petite plante verte, alors du coup, je vais te laisser répondre. L'autre, Isabelle. Donc la question concerne un champ de blé et une petite plante verte qu'on ne voit pas très bien. Et en fait, je ne saurais pas répondre à cette question précise. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a tout un tas de petites plantes en bas dans ce champ de blé, mais que l'idée de ce champ-là et de ces pratiques de culture qui sont de l'agriculture biologique avec un champ avec beaucoup de diversité génétique, c'est qu'on n'est pas dans la logique de l'éradication des bioagresseurs, c'est-à-dire des mauvaises herbes qui pourraient venir dans le champ. L'idée, ce n'est pas de les éradiquer avec un herbicide, mais de voir comment le blé peut vivre avec le mieux possible. Donc, pousser au-dessus, bien se reproduire et bien fonctionner. Et donc, c'est vraiment l'idée de l'agroécologie ou de l'agriculture biologique, c'est d'utiliser les régulations biologiques donc de cet écosystème, de cet agroécosystème, donc les interactions entre des plantes de blé différentes, entre le blé et puis la haie, d'utiliser aussi les insectes, les auxiliaires qui vont venir aider, etc. Et de favoriser la santé de la culture, la production, la stabilité, sans produits chimiques. Alors, il y a certaines espèces.
il y a certaines espèces invasives qui viennent, en fait, on peut avoir des menaces comme ça, enfin des invasions comme ça, en particulier quand on va pratiquer de la monoculture et qu'on va faire revenir tout le temps sur une même parcelle une culture avec exactement le même cycle. Et du coup, les adventices, les mauvaises herbes vont pouvoir s'installer et prendre leurs habitudes et prendre le dessus. Et donc l'histoire de l'agroécologie, enfin le principe de l'agroécologie, c'est de maximiser la biodiversité, mais aussi dans le temps et dans l'espace, pour gêner le plus possible l'arrivée de ces espèces qui peuvent être invasives ou gênantes. Et donc, il y a dans tout le bassin parisien, en fait, les cultures, on a du blé qui revient au minimum tous les 3 ans dans chaque champ, et voire plus souvent. On a des zones où il y a de la monoculture de maïs, on a des zones où on fait revenir comme ça du blé, du colza, on alterne des cultures qui ont le même cycle, qu'on sème à l'automne, qu'on récolte en été, et donc qui vont faire apparaître ces vulnérabilités. Et il y a des tas de manières d'essayer de gérer ça. Alors je ne dis pas que tout est résolu, il y a beaucoup de recherches à faire, à la fois sur le terrain avec les praticiens, et puis dans les labos avec les écologues, les agronomes, etc. Mais c'est une stratégie qui est à la fois plus durable en termes d'impact sur l'environnement et sur la santé. Il y a une question à cette table. Cette photo, on voit a priori de la même cellule, un peu abîmée. Qu'est-ce qu'on cherche à prouver? Et c'est bien des microns, là? Ce sont bien des microns. Alors un micron, c'est un micromètre, c'est un millième de millimètre. Donc vous voyez, si je commence par l'échelle, la barre qui vous indique 10 microns, c'est 1/100 de millimètre. Donc ce que vous regardez, ce sont des organismes microscopiques, d'accord ? Et vous avez, alors c'est un peu le même jeu que la photo qu'on avait avec lumière visible, lumière infrarouge. Là, vous avez les mêmes organismes qui sont regardés en lumière visible, donc sur votre droite pour vous, et sous ultraviolet à votre gauche. Et ce que vous voyez, en fait, ce sont plusieurs cellules. C'est en fait une chaîne. Je vais toucher le micro pour pouvoir regarder en même temps. Donc, vous avez une chaîne de 4 cellules, 1, 2, 3, 4, d'accord. Et ces cellules, elles sont dans des états différents. En fait, ce sont des algues. Et ce que vous voyez en lumière ultraviolette, hein, c'est ce rouge, en fait. C'est ce qu'on appelle la fluorescence de la chlorophylle. C'est-à-dire que la chlorophylle des algues, la chlorophylle des plantes aussi, capable d'absorber de la lumière visible et capable de réémettre, capable d'absorber la lumière visible et aussi ultraviolette, et capable de réémettre de la fluorescence rouge que vous voyez ici. Et donc, ça vous indique en fait des cellules d'algues qui sont vivantes. Et vous avez aussi 2 autres cellules, une en haut à droite, vous voyez, qui contient quelque chose d'un peu grisâtre et dont on ne voit plus la chlorophylle. En fait, elle est morte, elle est parasitée. D'accord. Et vous avez le stade final de ce parasitisme qui est en bas, où en fait le parasite s'est échappé et a produit des spores qui vont réinfecter des cellules suivantes. D'accord. Donc ça, c'est vraiment l'infection d'une algue microscopique qu'on appelle une diatomée par un parasite. Et vous avez 2 stades effectivement de l'infection. Le parasite à l'intérieur de l'algue qui l'a déjà tué, et ensuite la cellule d'algue vide avec le parasite qui s'est échappé, qui a fait des spores. Alors, quelle est la signification de ça et comment ça s'inscrit un peu dans la soirée d'aujourd'hui? C'est que, en fait, ces algues microscopiques qu'on appelle des diatomées sont très abondantes dans les océans. Et si vous pensez à la Terre comme étant une planète, la Terre, c'est une planète bleue, d'accord? C'est pas une planète verte, hein. Faut bien dire ce qu'il y a. Donc ces algues microscopiques, les diatomées, produisent à peu près, on estime, 40% de l'oxygène que nous respirons. Dit autrement, si vous pensez que la forêt amazonienne, c'est important, je veux vexer personne dans cette salle, mais ils sont enfoncés, d'accord, les pauvres arbres de l'Amazonie, là. Ces algues-là, ce sont vraiment des déterminants de la composition de l'atmosphère, et c'est également,
commencer à parler un peu de ça, ces algues sont pour les milieux aquatiques l'herbe et les forêts des milieux terrestres. Dit autrement, c'est la base de la chaîne alimentaire. Et ces algues vont être broutées par du zooplancton qui va être lui-même mangé par des poissons, qui vont être mangés par des dauphins, par des oiseaux et puis bien sûr par des ours polaires à Svalbard. D'accord ? Et ces algues, elles tombent malades. Bien sûr, comme tout le monde. Donc elles ont leurs parasites et c'est ce que je vous montre. Et ce que je vous montre aussi, ça revient à la question, je crois, d'Alexandra en ligne, c'est que l'autre algue que je vous ai montré qui était malade, son parasite avait un nom latin, c'est-à-dire qu'on le connaissait. Là, ce parasite, il n'est pas connu. On vient de le découvrir, c'est des travaux de mon laboratoire, et on n'a pas encore réussi à lui donner un nom latin. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de mettre au jour une diversité de parasites, que ce soit d'algues ou d'organismes microscopiques dans les océans. Et on est en train de montrer qu'en fait, le parasitisme est une des composantes majeures, vraiment mais majeures, de la biodiversité dans les océans. Alors, moi, ça me fait un peu rigoler quand on va chercher de la vie dans... C'est normal d'être parasité. Ça veut dire que c'est la base de la chaîne alimentaire et qu'on n'a jusqu'à présent aucune idée de la santé de cette base de la chaîne alimentaire. Et que si on ne comprend pas ça, comment est-ce qu'on peut comprendre la santé de l'écosystème ? D'accord ? Et quelque part, si je peux reprendre et être très provocatrice, aller chercher de la vie dans les exoplanètes, c'est bien gentil, mais il faudrait peut-être déjà commencer par savoir ce qu'on a chez nous. Et depuis 2015, il y a des papiers, des articles qui sont sortis, notamment pour une expédition qui a été très médiatisée, qui s'appelle l'expédition Tara, qui a montré vraiment qu'il y avait à peu près 10 fois plus de biodiversité dans les océans que ce qui était décrit dans les livres. C'est-à-dire qu'on est passé d'un coup, d'un seul, par une expédition de 40 000 espèces connues à 400 000. Et donc les 360 000 qui restent n'ont pas encore de nom latin parce qu'on rame pour les décrire. D'accord ? C'est sous l'eau. Et il y a vraiment une quantité de biodiversité, notamment dans les océans, qui est beaucoup plus grande que ce qu'on a dans les écosystèmes terrestres, qui est donc très mal connue, qu'on est seulement en train de découvrir, qui évidemment est probablement en train de partir un peu, j'allais dire en vrille, disparaître avant même qu'on l'ait décrite. Et notamment donc, tous ces parasites qui... s'attaquent à des organismes microscopiques sont très mal connus, mais on commence à penser et on commence à avoir vraiment des indications qui sont fondamentaux pour comprendre la dynamique de ces écosystèmes marins. Je m'arrête ? Merci. Donc, en fait, on va terminer à l'heure, un peu vraiment à l'heure, parce que tout le festival continue. Donc, j'invite toutes mes consoeurs à venir. Voilà. Bon, bah alors, elles se sont toutes alignées comme ça, donc je ne sais pas pourquoi, mais... en tout cas, je vous remercie de votre bienveillance, de votre interactivité, de votre curiosité, parce que c'est ce qu'on essaye de susciter dans une salle de classe. On veut attiser la curiosité parce qu'on comprend mieux quand la question émane de soi. Donc, je vous remercie d'avoir participé à cette première expérience, une nouvelle expérience de didactique de sciences. Il y a une question qui est revenue, il y a une dame qui pose une question depuis un moment, qui est une question globale et que je suis contente de porter pour la fin. Donc, vous voulez la formuler ou je la formule ou... Non, la dame juste derrière vous, excusez-moi, je louche. Merci, on a la chance infinie d'avoir une palette de scientifiques de disciplines différentes. Quel est votre regard croisé et qu'est-ce que vous nous diriez sur le changement climatique ? Voilà, c'est parfait. Donc, je vous propose, pour vous dire au revoir, que l'on défile chacune, puisqu'on s'est mis en ligne. On est des bons soldats, nous. En vous disant qui on est, finalement, et puis en vous donnant notre regard sur le changement climatique. Et c'est comme ça qu'on va se dire au revoir pour ce soir. Donc, si on s'éloigne suffisamment les unes des autres, on peut enlever chacune à notre tour notre masque. Je m'appelle Hélène Courtois, donc je suis la marraine scientifique du festival cette année. Donc c'est les 10 ans du festival. C'est une édition spéciale
parce qu'on a tous des masques. Et puis, c'est une édition spéciale parce qu'un festival qui dure 10 ans, qui est en aussi bonne santé, un festival qui croise les regards scientifiques, artistiques, cinématographiques sur ces questions d'atmosphère. C'est vraiment bien parce que ça nous donne, je pense, de l'oxygène cognitif à tous et toutes. Et donc, le regard que je porte sur le changement climatique, c'est que cette conférence s'appelle No Plan B, c'est-à-dire il n'y a pas de plan B. Nous habitons un univers, jusqu'à preuve du contraire, en tant qu'observatrice de l'univers, je n'en connais pas d'autres. Il contient des milliards de galaxies qui contiennent des milliards d'étoiles chacune, donc des milliards de planètes. Et il y a probablement d'autres planètes. À mon avis, il y a de la vie ailleurs, mais je ne sais pas ce que pensent mes consoeurs. Mais en tout cas, c'est trop loin. C'est trop loin pour nous. On n'ira nulle part ailleurs avec nos toutes petites échelles de temps de vie. Et le changement climatique, il y a déjà eu des changements climatiques sur la planète, il y a déjà eu des extinctions dues à ces changements climatiques. Il se trouve qu'aujourd'hui, on peut s'adapter à ce changement climatique, y réfléchir et se préparer. Soit inverser ce qui se passe, soit trouver d'autres solutions. Mais en tout cas, si on disparaît, ça sera parce qu'on l'aura décidé, plus ou moins consciemment. Et c'est la première fois que ça se passe. Voilà. Bonjour. Alors, si je dois commencer par me présenter, je suis Claire Gachon et j'ai 2 casquettes. Donc, j'ai passé et je suis encore employée en Écosse dans un laboratoire de biologie marine où je dirige un groupe de recherche sur donc les maladies des algues. Et puis, je travaille depuis très récemment au Muséum national d'histoire naturelle, donc sur le site du Jardin des plantes, où vous avez également la Grande Galerie de l'évolution. Et donc, si je dois parler du changement climatique, déjà, j'allais dire, la première chose, c'est que ça existe. Donc, les gens qui essayent de faire croire que dans la communauté scientifique, il n'y a pas de changement climatique, sont dans la désinformation totale. Je pense qu'il y a un consensus unanime dans la communauté scientifique. Et ce que j'en pense, c'est que la crise sanitaire qu'on est en train de vivre est en train de nous donner à une échelle de temps plus courte exactement ce qui, à mon avis, est en train de se passer au changement climatique. C'est-à-dire qu'au mois de janvier et de février, j'allais dire, moi, même pas vraiment infectiologue, mais ayant cette connaissance des maladies des algues, donc, j'avais compris, et je pense que tous mes collègues avaient compris, que cette pandémie, c'était grave, mais vraiment grave, qu'il se passait quelque chose, que c'était donc un événement qui est connu dans les livres d'histoire. Il y a eu la peste noire en Europe, il y a eu plein de pandémies déjà, et on connaît, pour les gens qui ont fait des études d'infectiologie, la gravité des potentiels des pandémies. Et on avait compris au mois de janvier et février, et pourtant, il ne se passait rien. D'accord ? On avait beau alerter, on avait beau dire qu'il se passait un truc grave, il ne se passait strictement rien. Vient le confinement, vient tout ce que vous avez connu, et maintenant, c'est vraiment tous les jours à la radio, tous les jours à la télévision. Ce que j'essaie de dire, pardon, j'essaie d'aller très vite, mais c'est que on avait la connaissance et on était dans l'inaction, une action très limitée, et quelque part, plus on attend pour agir, plus on est obligé de prendre des mesures drastiques et plus on paie cher les conséquences. Et ça a été très bien décrit, c'est même déjà théorisé. Et pour le changement climatique, clairement, on est à la croisée des chemins maintenant, et on sait très bien que si on n'agit pas maintenant, on recule pour mieux sauter. Donc vraiment, moi, c'est un appel à la mobilisation que j'enverrai, c'est de dire oui, on peut changer les choses, je suis d'accord avec Heidi, mais il faut vraiment se secouer. Et plus on attend pour le faire, plus ça va être douloureux. Et la douleur va rendre ce qu'on vit avec la pandémie, j'allais dire, paradisiaque. Je ne voudrais pas finir sur du catastrophisme, mais vraiment, les problèmes qu'on se prépare à l'échéance 20 ans, 30 ans, c'est-à-dire pour les enfants qui sont dans la salle, les problèmes qu'on se prépare à l'heure actuelle sont vraiment énormes. Et on est au courant, on sait ce qu'il faut faire. Je finis là, sans tomber. Alors, je suis Isabelle Vauglin, je suis astrophysicienne à Lyon. Et en tant qu'astrophysicienne, je ne peux que rejoindre Hélène
en disant qu'on sait parfaitement, étant donné les distances dans l'univers, nous n'avons absolument pas la capacité de nous diriger vers aucune des autres planètes que l'on connaît. Des planètes, l'univers est tellement grand, il existe depuis tellement longtemps que je suis comme elle persuadée qu'il y en a d'autres planètes peut-être sur lesquelles la vie s'est développée, mais on ne pourra pas y aller. C'est une certitude absolue. Et pour ce qui concerne le changement climatique, travaillant dans la communauté qui travaille dans les milieux polaires, c'est vrai que je suis extrêmement inquiète et surtout je me sens vraiment responsable parce que c'est nous qui avons vécu essentiellement ces 50 dernières années principalement. On pourrait aller jusqu'à ces 100 dernières années, ça serait inutile parce que les personnes ne sont plus là, mais eux ne le savaient pas, nous le savons. Nous savons très bien, tous les scientifiques de quelque domaine que ce soit ne remettent pas en cause, ce n'est pas vrai, c'est la presse qui fait ça, mais dans les revues scientifiques, il n'y a plus de remise en cause du fait que ce soit dû à l'homme, et non pas... C'est vrai qu'il y a eu d'autres extinctions, entre autres, il y en a eu 4 majeures qui étaient de façon quasi certaine provoquées par la chute d'une météorite. Ça, on n'y peut rien. Là, nous, on y peut quelque chose dans celle qui est maintenant en cours. Et nous avons, je pense, le devoir de laisser la planète Terre vivable pour les générations qui nous suivent, et non seulement pour les générations qui nous suivent, mais aussi pour tous les êtres vivants qui sont sur Terre. Et je trouve que, je sais très bien qu'on ne pourra pas aller sur une exoplanète, mais j'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent se dire oh ben c'est pas grave, si la Terre est plus vivable, on ira sur une autre. Sur une autre, ça veut dire que cette autre est vivable et que cette autre a probablement développé de la vie. Et comment on peut envisager de dire bah, poussez-vous parce qu'on a complètement détruit la nôtre, donc on a besoin de votre place. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Et il faut vraiment que les gens réfléchissent. Et je pense que l'Antarctique est un bon exemple. L'Antarctique est un continent qui est dédié aux sciences. Il est protégé par le traité. Et dans les conditions actuelles, dont on sait qu'elles sont effectivement très graves, il reste des politiques, des économistes, des industriels qui sont capables de penser « Non, non, l'Antarctique, bon, on va l'exploiter parce qu'on a besoin, à temps très court, là, de faire de l'argent, de montrer sa puissance et tout. » Il faut vraiment que l'humanité prenne un peu de recul et de responsabilité. Voilà. Alors, je m'appelle Heidi Sevestre, je suis donc bien glaciologue. Aujourd'hui, je suis directrice de communication scientifique pour une ONG américaine et notre travail, c'est d'être le trait d'union entre les scientifiques et les gouvernements et les décideurs politiques. À côté de ça, je donne des cours à l'université au Svalbard, où on s'amuse bien, croyez-moi. Et à côté de ça, j'ai plein de projets de cœur pour l'éducation scientifique, surtout auprès des jeunes générations, qui est quelque chose d'extrêmement important pour moi, parce que les jeunes générations sont particulièrement anxieuses par rapport à ce qui est en train de se passer, et à juste titre. C'est vrai que les conditions sont très compliquées, surtout ce que j'observe moi tous les jours. Je peux vous assurer que chaque semaine, les toutes nouvelles publications scientifiques en glaciologie sont plus qu'alarmantes, plus que catastrophiques. Il faut réagir le plus vite possible. Je voudrais vous donner un chiffre. Un chiffre, c'est si on prend toutes ces masses glacées sur Terre, donc par exemple le Groenland, l'Antarctique, tous ces beaux glaciers de montagne, s'ils venaient tous à disparaître, à fondre, le niveau de nos océans, de nos mers, augmenterait de 65 mètres à l'échelle de la planète. Donc ce sont des masses vraiment gigantesques. Sur les littoraux, sur Terre, c'est là où on trouve les populations qui augmentent le plus rapidement, mais là aussi les activités économiques qui bouillonnent. Et entre 0 et 10 mètres d'altitude sur Terre, sur ces littoraux, il y a 700 millions de personnes. Donc pour eux, comme pour nous, on ne peut pas se permettre de perdre ces écosystèmes glacés. Il faut réagir le plus rapidement possible. Il faut suivre l'accord de Paris à tout prix, ne jamais dépasser ces 1,5 degrés.
Et ce qui est vraiment capital à comprendre, c'est que chaque fraction de degré compte, chaque jour qui passe compte, et chaque choix que nous faisons compte. Le coût de l'inaction, on en a parlé, est décuplé par rapport au coût de l'action. Plus on attend, plus ça va être difficile, plus on va souffrir, plus ça va se révéler impossible de rectifier le tir. Donc aujourd'hui, chaque jour, c'est à nous de prendre les bonnes décisions. Et écoutez, je vais donner un petit coup de pied dans la fourmilière en partant, mais si notre système économique ou si notre système politique ne correspond plus aujourd'hui à des réalités physiques, il ne tient qu'à nous d'en changer. Je vous remercie. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Pauline Zarouk, je viens d'être embauchée au CNRS en tant que chercheur cette année, donc en cosmologie à Jussieu, Pierre et Marie Curie à Paris. Et donc le réchauffement climatique, pour moi ça me terrorise, ça me fait très peur, ça représente en fait tout ce que je crains, à savoir le gaspillage humain, gaspillage de compétences, gaspillage de ressources, gaspillage de vie. Et je m'en suis longtemps voulu d'avoir choisi de manière en fait assez égoïste l'astrophysique et la cosmologie plutôt qu'un domaine de recherche plus engagé. On me demande souvent à quoi ça sert ce que je fais. Et en fin de compte, donc là c'est plutôt une réponse personnelle, mais je ne suis pas encore satisfaite de mon engagement, j'aimerais m'engager beaucoup plus. Mais là où je suis satisfaite et où je me retrouve, c'est davantage dans le chemin que j'emprunte, et notamment ce chemin d'éducation et de formation par la recherche, qui m'apprend beaucoup l'humilité, la reconnaissance vis-à-vis de ces questions, vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de l'écosystème dans lequel j'évolue. Et aussi, du coup, je ne sais pas si... moi aussi, je veux croire que la vie, elle n'est pas unique. Moi aussi, je veux croire, et il n'y aurait pas de raison de ne pas y croire, qu'on a de la vie en dehors de notre planète parce que, comme on vous l'a dit, on a des centaines de milliards de planètes dans notre univers. On n'en a exploré que les abords les plus proches. Et ce serait assez triste de se dire qu'on est tout seul. Donc peut-être qu'il y a effectivement de la vie, qu'on n'est pas unique. Mais ce qui est sûr et ce dont je suis convaincue, c'est que la Terre et la vie sont sacrées au sens où elles méritent un respect absolu. Pas au sens religieux, au sens tout simplement de respect. Et ce respect, pour moi, en fin de compte, je le retrouve dans ce genre d'événements. Donc voilà, moi je remercie énormément les organisateurs, parce que pour une jeune chercheure, pour une jeune tout court, je m'adresse aussi aux jeunes. Vous avez peut-être l'impression d'avoir en face de vous, je ne minimise pas, hein, des femmes exceptionnelles avec des parcours exceptionnels qui sont inatteignables. Ce qu'on fait n'a rien d'inatteignable, n'a rien d'impossible. Moi, on m'a beaucoup dit aussi, tu n'arriveras jamais, parce qu'il y a très peu de postes. Et c'est vrai, il y a très peu de postes, mais si on y croit, on peut y arriver. Donc pour moi, le réchauffement climatique, c'est pareil. C'est un combat de tous les instants, c'est un combat de tous les jours, et c'est un combat qu'on peut tous mener. Il n'est pas juste réservé à une élite, et c'est pas qu'une élite qui va décider des solutions de demain. C'est tous ensemble, et personnellement, j'ai besoin d'y croire, sinon j'ai du mal à voir l'objectif et l'espoir derrière tout ça. Donc voilà, merci beaucoup. Je m'appelle Isabelle Goldringer, donc je suis chercheuse à l'INRAE, l'Institut national de recherche sur l'agriculture. On a changé de nom il n'y a pas longtemps, sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Donc je suis agronome et généticienne des populations. Et peut-être juste mon point de vue sur le changement climatique, je vais revenir sur mon domaine. Donc l'agriculture, je sais que c'est une petite part des problèmes du changement climatique, hein, puisque que ce soit les engrais, la fabrication des engrais chimiques, elle consomme énormément d'énergie fossile. L'agriculture a énormément d'impact sur l'environnement, sur la biodiversité, sur la santé, sur les ressources. Mais pour moi, c'est aussi une part de la solution. On a, comme je disais tout à l'heure, on ne sait pas exactement tout ce qu'il faut faire, mais on a des pistes vraiment très solides avec l'agroécologie. Donc
remobiliser, trouver des solutions qui sont inspirées de la nature ou qui utilisent le fonctionnement des écosystèmes, qui favorisent les régulations à travers les interactions entre les différentes composantes des agroécosystèmes. Et pour développer ces solutions-là, je pense qu'on ne peut pas travailler tout seul en tant que scientifique au fond de nos laboratoires. Moi, je crois beaucoup à la recherche participative. Je pense que plus que jamais, il faut travailler entre citoyens et scientifiques, donc des citoyens, des professionnels comme des agriculteurs, les boulangers, mais aussi tous les citoyens, les amateurs, les jardiniers, etc. Enfin, je parle de mon domaine, mais je pense que c'est vrai partout, pour co-construire ensemble les solutions depuis le terrain, parce que ce sont des problèmes complexes, ce sont des systèmes complexes, et donc on ne peut pas résoudre et trouver ces solutions, et apporter des solutions en tant que scientifique qui seraient développées uniquement dans le laboratoire. Voilà. Donc merci en fait, j'ai envie de les remercier elles, parce que quand je leur ai envoyé un mail, elles ont pensé que c'était un canular. Et on ne se connaît pas. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on s'est rencontrés il y a à peu près maintenant plus d'1 heure. Et que en fait, je voulais montrer que c'était possible de faire autre chose avec d'autres personnes qu'on voit dans les médias. Et ça veut dire qu'en fait, c'est comme ça. Ça, c'est la vérité, ça, c'est la normalité. Ce n'est pas ceux qui se montrent et qui déblatèrent en permanence et peut-être des âneries. Là, vous avez ce qui se passe dans la science fondamentale et appliquée, et sortie des laboratoires directement, entre les jeunes embauchés, des personnes qui ont plus d'expérience. Voilà. Donc, merci d'avoir participé à cette petite anti-conférence qui est un bijou, qui n'a jamais eu lieu, et je ne sais pas si elle aura lieu à nouveau, mais en tout cas, on a fait quelque chose de nouveau ensemble, et au lieu d'avoir un scientifique, vous en avez eu 6. Voilà.